dimanche, c'était un jour parfaitement normal pour nous. C'est un jour où il y avait un petit peu de monde. Donc la plupart du temps, devant la pyramide, il y a des gens qui se mettent debout sur les plots, qui servent d'éclairage pour faire des photos devant la pyramide. Et moi j'étais posté à l'entrée du carrousel du Louvre où j'accueillais les visiteurs et je vérifiais leurs billets. Gardien du Louvre depuis 17 ans, Frédéric Serrier va se retrouver en première ligne lorsque débute le Casse du siècle dans le plus grand musée du monde. C'est à 9h30 qu'on entend une alerte à la radio. Alerte, alerte. Moi j'ai tout de suite compris que c'était un vol. Je dis à mes collègues, on est suffisamment nombreux, je vous laisse, je cours et je fonce vers la pyramide et le lieu de l'attaque. Je me suis dit, je vais avoir besoin de me défendre. Et donc un peu, parce que c'est tout ce que j'avais, je me suis dit, je vais prendre ma lampe torche et je courais comme ça. Je suis arrivé super vite. Mais comme les malfrats venaient de partir, l'urgence était donc de mettre un périmètre de sécurité et de s'assurer que rien ne serait touché, que rien ne bougerait. Avec d'autres surveillants du musée, il est le premier à arriver au pied du camion nacelle abandonné par les voleurs. Ils avaient percé les réservoirs et il y avait une très 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 forte odeur d'essence. Ça prenait au nez, c'était épouvantable. D'ailleurs, effectivement, on voit encore les traces de gasoil. Ils commencent alors à inspecter les lieux, à la recherche d'objets qu'ils auraient laissés derrière eux. Et je regarde un peu, je suis en train de me lamenter parce que je trouve ça horrible. Et je regarde un peu ce qui s'est passé, je regarde un peu le lieu. Il y a un petit objet qui a attiré mon attention. Mais c'était tellement petit et tellement mis bizarrement que je me suis demandé si c'était pas un élément du décor. C'était un objet qui brillait. On voyait bien qu'il y avait des métaux précieux. Elle était par terre, juste là. Cet objet scintillant par terre se révèle être la couronne de l'impératrice Eugénie, probablement le bijou le plus précieux du butin dérobé par les voleurs. Quand j'ai découvert après que c'était la couronne d'Eugénie, j'étais très fier parce que je suis certain que c'est la précipitation d'avoir vu nos collègues arriver sur place qui leur a fait perdre leurs moyens et qui a fait que quand ils sont passés par-dessus la rambarde du balcon, ils ont perdu cet objet. Ah oui, c'est vraiment un miracle qu'on ait retrouvé ça. Ouais, vraiment. Un petit miracle au milieu d'un océan de questions. Comment 4 individus ont-ils pu s'introduire en plein jour dans l'un des musées les plus fréquentés au monde ? Pourquoi l'un des monuments censés être l'un des plus surveillés de France s'est-il révélé si vulnérable face à l'ingéniosité des cambrioleurs ? Le casse du siècle aurait-il pu être empêché ? Les quais de Paris se réveillent tout juste en ce dimanche matin. Le musée ouvre ses portes, comme toujours, à 9h. Les visiteurs commencent à arpenter les innombrables galeries, à la découverte des trésors du Louvre. Mais loin d'imaginer ce qui se déroule à l'extérieur, à quelques mètres d'eux seulement. Le début d'un cambriolage. Nous l'avons reproduit à l'aide de l'intelligence artificielle et des témoignages récoltés. Il est 9h30 lorsque ce camion nacelle arrive sur le quai François Mitterrand. À ce moment-là, il y a peu de circulation. On est dimanche matin. Il se met au pied des fenêtres de la galerie Apollon. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance qui va pouvoir filmer. Donc à ce moment-là, personne ne voit qu'il y a ce remue-ménage pas habituel un dimanche matin au pied du Louvre. Des individus munis de gilets de chantier l'entourent de plots de signalisation simulant une opération de maintenance. À l'aide de cette nacelle, ils se hissent jusqu'au balcon de la galerie d'Apollon. Équipés d'une disqueuse, les 2 malfaiteurs explosent la fenêtre et entrent dans le musée du Louvre, avant de pénétrer dans la galerie, là où se trouvent les bijoux convoités.
L'évacuation de la salle est lancée. Les alarmes des 2 vitrines de la galerie d'Apollon se déclenchent. Attaqué avec une disqueuse, le verre de ces 2 vitrines de haute sécurité ne s'est pas brisé ni délité. À l'aide de leurs instruments lourds, les malfaiteurs ont créé des brèches au travers desquelles ils ont pu passer leurs mains. Au même moment, les agents de sécurité s'affairent à évacuer le public. Parmi ces visiteurs, Peter, un touriste néerlandais. Ce matin-là, il emprunte la galerie et se souvient avoir été surpris de la vitesse à laquelle tout s'est déroulé. Il y avait du personnel de sécurité. Ils nous ont ordonné de courir, d'aller très vite. Ils venaient à peine de tirer un grand rideau, donc nous n'avons pas vu grand-chose. Mais juste à côté, c'était bien les voleurs. L'un de ces agents d'accueil, présent au moment du cambriolage, a accepté de nous parler. Joint par téléphone, il souhaite rester anonyme. Nous avons reconstitué cette conversation, au cours de laquelle il assure que le personnel a rempli sa mission première. Nous, c'est sécurité des biens et des personnes, ou des personnes et des biens. C'est les personnes d'abord et les biens. C'est exactement ce qu'on a fait. D'accord ? Oui. On a sécurisé les personnes, on les a évacuées de cette salle, voilà, pour laisser les types tout seuls. La priorité des 5 agents, puis rejoint ensuite par les autres renforts, à ce moment-là, c'est de protéger le public. Il est 9h35, ça fait déjà une demi-heure que le musée est ouvert au public. Et il y a donc du monde, des visiteurs qui sont là et qui assistent médusés à cette scène. Après avoir mis le public à l'abri, l'un des 5 agents filme la scène, au loin. Nous nous sommes procuré l'une de ces vidéos. On y voit un des braqueurs, seul, face à la vitrine, en train de dérober les bijoux, en gilet de chantier. Et toujours à l'aide de la disqueuse. J'ai pas peur parce qu'ils sont déterminés. Ils se sont pas occupés de nous. Leur priorité, c'était les vitrines. Je sais même pas s'ils nous ont vus. Fallait qu'ils agissent vite. À 9h37, un message demandant la fermeture des portes publiques et des portes réservées au personnel est diffusé. À 9h38, moins de 4 minutes après le déclenchement de la première alarme, les voleurs quittent la scène du crime par la même fenêtre de la galerie d'Apollon. Ils emportent avec eux 9 pièces issues des collections du département des objets d'art du musée. À ce moment-là, un autre agent de sécurité capte depuis les fenêtres d'une autre salle les images du départ des malfaiteurs. Les individus sont en scooter, ils vont quitter. Dans cette vidéo, ils redescendent à l'aide de la nacelle avec leur précieux butin. Putain, ça y est. La police. En fond sonore, on entend les agents donner l'alerte. On arrête les entrées. Ils sont partis là. Quand ils ressortent de la galerie d'Apollon, il est précisément 9h38. Il s'est donc écoulé moins de 4 minutes entre le moment où ils franchissent cette porte-fenêtre et le moment où ils repartent par ce même endroit avec les bijoux. On pense immédiatement à une équipe très préparée, très chevronnée pour avoir le sang-froid de commettre cela en si peu de temps. Le musée du Louvre ferme ses portes pour le reste de la journée. We are not sure that the museum will be open after that. Please don't lose your time. Just go home and get a refund from the website. Après un braquage surréaliste, digne des plus grands scénarios d'Arsène Lupin, le monde entier se passionne pour ce cambriolage spectaculaire. Passons maintenant aux actualités en France, où les autorités ont ordonné la fermeture de l'un des musées les plus célèbres au monde, le Louvre, situé au cœur de Paris. Des voleurs déguisés en ouvriers se sont introduits dans la salle d'exposition et ont volé 9 bijoux précieux de la famille napoléonienne. Le raid a duré moins de 7 minutes, révélant des failles béantes dans la sécurité du célèbre musée français. Chine, Australie, Angleterre, États-Unis, le musée le plus visité du monde fait tristement les gros titres. Certains médias étrangers décident même d'envoyer sur place des équipes. Les caméras filment la fenêtre utilisée par les malfaiteurs.
J'étais chez un ami et vers 11h, j'ai vu les premiers messages sur le Parisien et la BBC annonçant ce qui s'était passé. C'est fou, comment cela a-t-il pu se produire alors qu'il y a autant de sécurité? Mon patron m'a immédiatement appelé pour me dire que je devais y aller tout de suite, bien sûr, car c'était un événement majeur. En Norvège, cela a été la nouvelle la plus importante de la journée. Au lendemain du braquage, lundi, le musée reste fermé. Mais au pied de la fameuse fenêtre, les curieux se massent. Photos, selfies. Les visiteurs étrangers, déçus d'être privés des œuvres d'art, n'ont pas tout perdu. Nous ne pouvons pas entrer dans le musée, alors nous avons décidé de venir voir où avait eu lieu le vol et comment ils ont pu faire. Ils sont entrés par une fenêtre comme dans un film et ils ont pris les bijoux. D'un côté, on fait partie un peu de l'histoire de ce cambriolage du musée de Louvre qu'on s'est dit qu'un jour, on va en entendre parler toute notre vie. On était là, mais on n'était pas dans le musée. Un casse retentissant qui laisse sans voix les historiens, car en tout, ce sont 9 bijoux qui sont dérobés dans la galerie d'Apollon, récemment mis en valeur par le musée dans cette vidéo. Il y a 2 bijoux, c'est un collier et une boucle d'oreille qui appartiennent à ce qu'on appelle la collection Marie-Louise. 2 broches. Alors, il y a une broche dite reliquaire, il y a ce qu'on appelle un nœud de corsage, et puis il y a un diadème. On a volé les bijoux de famille des Français, les bijoux nationaux. Je pense à la broche, par exemple, de l'impératrice Eugénie qui porte les Mazarins et un des boutons du juste au corps de Louis XIV. C'est-à-dire que vous avez le legs de Mazarin à Louis XIV récupéré par l'impératrice Eugénie sur une broche. Vous avez là un résumé de l'histoire de France. Parmi les objets volés, il y a donc la couronne d'Eugénie retrouvée par le surveillant du Louvre. 1354 diamants, 56 émeraudes, un bijou d'une valeur inestimable qui a été abîmé. Mais pour les enquêteurs, c'est un premier élément qui, ils l'espèrent, va permettre de remonter jusqu'aux 4 malfaiteurs toujours en fuite. Ce casse est très élaboré, mais il n'est pas parfait, puisque les malfaiteurs ont laissé derrière eux un certain nombre de traces qui sont aujourd'hui aux mains de la police technique et scientifique. Peut-être réussira-t-elle à faire parler ces objets, à trouver à la fois des traces ADN, mais aussi des traces digitales qui pourraient conduire au nom et à la localisation de ces 4 suspects. Une course contre la montre s'engage alors. Plus d'une 60aine d'enquêteurs sont immédiatement mobilisés sur l'affaire. À proximité de la couronne, ils découvrent des effets personnels qui semblent appartenir au commando. Un chalumeau, une couverture, un casque, des gants. Les 2 disqueuses utilisées pour le casse, un bidon d'essence ou encore un gilet jaune. Frédéric Serrier, le surveillant du Louvre, comprend que ces objets sont essentiels. Alors il sécurise la zone en attendant l'arrivée de la police. Je vois un certain nombre d'objets que j'arrive pas forcément à déterminer, mais on voit que tout a été laissé en place et donc tout laisse croire que notre action rapide, notre réactivité a contrarié leur plan. Et comme ça sent très fort l'essence et qu'on a vu immédiatement qu'ils avaient percé les réservoirs, il est évident qu'ils comptaient mettre le feu. L'action de nos collègues a été déterminante pour la suite parce qu'il n'y a pas eu d'incendie. Les preuves n'ont pas disparu. En tout, plus de 150 prélèvements sont réalisés, y compris sur ce camion monte-charge abandonné sous les fenêtres du musée. C'est grâce à lui que les cambrioleurs ont réussi à accéder au balcon de la galerie Apollon. Un véhicule signalé volé 9 jours plus tôt, à 25 km de là, hasard ou pas, dans la commune de Louvre, dans le Val d'Oise. C'est un homme qui possède ce camion et qui a une entreprise de location de véhicules qui l'avait mis en petite annonce sur le Bon Coin pour le proposer pour des déménagements. Il raconte que le 10 octobre, 2 hommes viennent pour récupérer ce camion et lorsqu'ils arrivent, ils vont dérober le camion. L'homme va immédiatement porter plainte et c'est quand le casse se déroule que l'homme, voyant les images de ce camion, reconnaît son bien et va faire le lien. Si l'identité des braqueurs reste encore inconnue, l'opération, elle, apparaît hautement organisée. Les voleurs auraient repéré les lieux à l'avance. Mais qui en a eu l'idée? Qui est à l'origine de ce scénario spectaculaire? Il y a 2 grandes pistes qui se dégagent après ce casse. Soit ces objets ont été volés
pour ce qu'ils représentent en eux-mêmes, pour la valeur patrimoniale et donc pour répondre à une commande d'un collectionneur. L'autre piste, ce serait que ces bijoux ont été volés pour les matériaux qui les composent. Et là, ça voudrait dire que l'issue pourrait être plus dramatique, dessertir ces bijoux, les revendre petite pièce par petite pièce et donc ne jamais pouvoir les retrouver en l'état où ils étaient. Selon les experts, le préjudice est aujourd'hui estimé à plus de 88 millions d'euros. Un casse d'une ampleur inédite. Et forcément, une question, comment les malfaiteurs ont-ils réussi un tel coup ? Immédiatement, les protocoles et les dispositifs de sécurité au sein de la pyramide sont pointés du doigt, jugés vétustes et largement insuffisants. Depuis 4 ans, on a dépensé de l'argent, mais on n'a pas été vraiment assez vite pour la sécurisation. Et c'est quand même incroyable qu'il y ait un tiers des salles qui n'aient pas de vidéosurveillance. Il y a énormément de salles fermées en temps normal, ce qui est totalement aberrant. Parce qu'il n'y a pas assez de gardiens. Parce qu'il n'y a pas assez de gardiens, oui. Des failles structurelles au sein du plus grand musée du monde, connues et identifiées depuis des années, notamment par le président lui-même. En janvier dernier, Emmanuel Macron, en visite au Louvre, avait insisté sur le nécessaire renforcement de la sécurité des lieux dans le cadre de la restauration des galeries. Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Rien ne sera oublié, sécurité et sûreté des collections. Alors vive la nouvelle renaissance du Louvre, vive la République et vive la France. Pourtant, 9 mois plus tard, le vol des bijoux a l'effet d'un électrochoc et secoue jusque dans l'hémicycle du Sénat. La parole est à la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. La ministre de la Culture y est directement interpellée. Est-ce que les dispositifs de sécurité internes au musée du Louvre, comme je le dis depuis dimanche, ont fonctionné? Oui. Est-ce que les alarmes ont fonctionné? Oui. Est-ce que dès l'effraction de la fenêtre, et l'alarme a fonctionné? Oui. Est-ce que les vitrines, l'alarme des vitrines ont fonctionné? Oui. Alors, est-ce que c'est un succès? Non, sinon les joyaux seraient encore là. C'est une réalité. Comment expliquer alors cet échec? Qui est responsable? La présidente du Louvre propose immédiatement sa démission à la ministre de la Culture qui la refuse. À la place, elle est convoquée devant une commission d'enquête et sommée de s'expliquer. Notre faiblesse, nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs. Il n'y a pas de caméra périmétrique. Il y a quelques caméras périmétriques et malheureusement, du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra qui est posée ne couvrait pas le balcon concerné par l'effraction. Des dispositifs de surveillance trop peu nombreux et surtout trop vieillissants. Emmanuel Macron a donc demandé en Conseil des ministres une accélération des mesures de sécurisation du Louvre, en commençant par la protection des abords du bâtiment et l'installation d'un commissariat de police directement sous la pyramide. De quoi rassurer les 9 millions de visiteurs qui chaque année franchissent les portes du musée et qui restent profondément choqués par ce qui vient de se passer. Je passe devant tous les jours. Je ne savais pas à quel point notre musée du Louvre était à ce point dans l'insécurité. Depuis ce que j'apprends hier, je suis dans une colère noire. C'est inimaginable. Mais ce mercredi matin, après 3 jours de fermeture, les touristes peuvent à nouveau parcourir les 73 000 mètres carrés du Louvre, ou presque, car la galerie d'Apollon, elle, reste inaccessible, calfeutrée derrière ses grands panneaux gris. C'est un peu décevant en vrai. Bon, pas tant que ça, parce que c'est assez évident qu'il y ait la barricade, mais c'est assez dommage. Enfin, les bijoux, ça aurait pu être intéressant à voir aussi. Une visite partielle donc, mais qui est loin de décourager ses vacanciers. À l'extérieur du Louvre, la file d'attente s'allonge d'heure en heure. Ce matin, je me suis levée tôt, j'ai regardé sur le site du Louvre et il n'y avait rien d'annoncé, donc l'inconnu. Donc on est venu quand même et là, soulagement. Le Louvre, qui semble revoir sa stratégie de communication après ce cambriolage considéré déjà comme le casse du siècle. Sur son site internet, le slogan du musée a été discrètement modifié. Terminer l'invitation à l'évasion, le texte est désormais plus sobre et sans équivoque.